Hello la Green Family, Face Cachée, épisode 6. Alan Al-Real, Abou, en direct de Abiscons, l'invité exceptionnel. Je vous avais parlé de 4x4, de vélo. Nous avons l'ancien maire de la ville, Eric Piolle, dans le podcast. On va parler de l'homme, de l'humain, et non du maire. Suivez-moi, on va à Abiscons. La Green Family, Face Cachée, épisode 6. Comme je vous avais dit, un invité qui aime bien les vélos et qui aime bien les gros 4x4. On va en reparler de ça. Notre ancien maire, monsieur Eric Piolle. Eric, merci d'avoir répondu à notre invitation. Eh ben, merci à toi de l'invitation, c'était très sympa. Voilà, ça fait... Maintenant, j'ai du temps libre, donc je peux consacrer du temps aussi. Alors, Eric, moi déjà, je suis très content de te recevoir parce que, première des choses, ben, j'ai 2-3 anecdotes avec toi, parce qu'à chaque fois, dans Face Cachée, on a des anecdotes avec la personne invitée. Tu étais le maire de cette magnifique ville qui est Grenoble. Tu as œuvré pendant 12 ans pour cette ville, mais je sais que les gens ne connaissent pas l'homme. Moi, avec le temps, j'ai appris à connaître l'homme et j'étais agréablement surpris. On va essayer de te connaître un peu plus. Allez, alors, présente-toi. Bah voilà, je suis né à Pau, donc je viens d'un petit village qui s'appelle Arrête, à la frontière espagnole, à la limite du Béarn et du Pays Basque. Je garde ses racines, donc je continue de me dire basco-béarnais. Quand je rentre là-bas, je dis je rentre chez moi. Donc voilà, je suis ici pourtant depuis que j'ai 20 ans, donc j'ai passé plus de temps ici que chez moi, mais je continue de dire que chez moi c'est là-bas. J'adore Grenoble, je suis venu pour les montagnes et j'ai découvert l'intensité de la ville. Et je viens d'une famille de 4 enfants, je suis le dernier, je suis le seul sportif de la famille. Enfin, tout le monde faisait de la montagne, donc nous on fait beaucoup de montagne. Les autres ils faisaient des trucs que je considérais que c'était pas du sport, donc on faisait de la montagne, mais pour moi c'est pas du sport. Et C'est un peu du sport. Oui, c'est de l'activité physique, mais en fait, c'était plutôt un état d'esprit, une philosophie, du collectif, de la poésie, tu fais plein de trucs, mais je vivais pas ça comme du sport. Le sport, après, il me fallait une balle, un ballon, courir derrière quelque chose. Et donc, ouais, j'ai pratiqué plutôt du coup avec des copains de mes parents, parce que mes parents n'étaient pas du tout sport de balle et aucun de mes frères et sœurs non plus. Donc, qui m'ont embarqué au foot, qui m'ont embarqué au tennis. J'ai fait du tennis de table un peu à haut niveau, en National 2. National 2, ça je sais. Après, je faisais du squash, du badminton, de la pelote basque, et du foot, du basket, du rugby, voilà, tout ce qui traîne avec une balle et un ballon. Du vélo déjà, un peu quand j'étais jeune, ouais. Et j'aime toujours des choses assez basiques. Voilà. Aller marcher en montagne, passer l'été sous la tente, jouer à la belote avec des copains, boire des bières, lire des bouquins, discuter de la société, refaire le monde. Tu es une personne normale, voilà, tu n'es pas un alien. Voilà, voilà les gens comme ça, vous le savez, il est normal. Voilà. C'est pour ceux qui se posaient un peu des questions. Vous avez affaire à un être humain. Voilà. Eric, donc t'arrives quand t'as 20 ans à Grenoble, c'est ça? Pour tes études? Ouais. Tu tombes amoureux de la ville? Ouais, au début, je suis surpris par la chaleur, parce que chez nous, il fait ni trop chaud ni trop froid. Donc ici, je suis surpris. Ma femme, elle arrive de chez moi aussi, mais un an avant, elle. Moi, j'ai repiqué ma prépa. Je faisais une prépa d'école d'ingénieur. Et donc, je suis arrivé un an après elle. Donc, au début, je venais ici en vacances pour la voir, quoi. Et je sortais avec ma tenue de ski pour aller acheter l'équipe, quoi. Le matin, mais par contre, j'adorais le tram. Je lisais l'équipe dans le tram, en fait. Je faisais des allers-retours dans le tramway. Juste pour être bien, parce que je trouvais ça génial. Ouais, parce que c'était cool. Et voilà, et j'ai jamais trop changé de quartier. Moi, j'ai fait 3 adresses dans ma vie. J'ai eu 20 ans dans le même endroit à Pau. C'est très rare, ça. J'ai fait 2 ans rue des Arts ici quand je suis arrivé, et après on s'est marié en 95, et on en est rentré à l'endroit où on est toujours 31 ans après. On va parler de ta carrière professionnelle, de ta carrière politique. Moi, je vais revenir sur un truc. En 2014, quand tu es élu, tu es le premier maire écologiste d'une ville de plus de 100 000 habitants. C'est ça? Ouais, il y avait eu Montreuil, mais d'une ville-centre. Montreuil, c'est une ville de banlieue. Donc voilà, en fait, c'est une ville de banlieue, une ville-centre. Là, c'est une préfecture, donc c'est évidemment très visible sur la carte. Et tout le monde connaît Grenoble. Donc c'est une première, ouais. T'étais pas favori, t'es inconnu au bataillon. Ouais. Du jour au lendemain, tu gagnes cette élection. Ouais. Donc, tu passes de l'ombre à la lumière, on va dire. Ouais. C'est pas trop dur de passer de l'ombre à la lumière comme ça?
Alors, j'avais fait une petite test 2 ans avant. Je m'étais présenté aux législatives pour voir ce que ça faisait ma tête sur les affiches, quoi. Donc j'avais, bon, évidemment, aucune chance de gagner. J'ai fait, je sais plus combien, 7,7%, donc sur cette première circo où j'habite. Mais c'était pour voir ce que ça fait de voir sa tête sur les affiches, participer à quelques débats télé, enfin, tester, quoi, un peu. Et après, non, t'es porté, en fait, ça te donne de l'énergie. Parce que quand t'as gagné l'élection, t'as l'impression que t'as fait 120%. Tous les gens que tu croises, ils disent, ah, j'ai voté pour vous. Alors, vous êtes quand même nombreux, les gars. Il y en a qui pipotent dans le tas. Mais, ça te donne de l'énergie. Et t'es pris à la fois par une charge de travail, très forte. Je bossais 90 heures par semaine. Donc, c'est entre les jours de semaine, entre 14 et 17 heures par jour. Hein, c'est ce que j'ai cru comprendre. Voilà. Et le week-end, tu fais 8-10 heures le samedi, 8-10 heures le dimanche, quoi. Donc, c'est quand même chaud. Tu vois, notre 4e fille, là, qui a 21 ans, quand j'ai été élu, elle avait 9 ans. Elle se rappelle pas de notre vie de famille d'avant. Quand je lui dis de temps en temps, quand on mangeait ensemble et tout, elle dit, on a déjà mangé ensemble, genre à midi le soir ou quoi. Elle n'a aucun souvenir de notre vie de famille d'avant. Donc ça montre quand même l'impact. Et tu le vois à la sortie aussi, où là, ma femme, elle est toute légère. Et elle se dit, en fait, je vivais quand même avec les coups de fil de la nuit, le stress que il peut arriver tout. Et donc tu vis avec ce poids. Et là, elle a l'impression d'avoir posé son sac à dos. Donc tu sens ça. Quand t'es dedans, en fait, t'es dans la machine à laver, tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends pas compte, en fait. Tu t'en rends pas compte. C'est t'es pris dans le truc, c'est que tu fais pas attention. Tu fais pas gaffe aux heures, tu prends plaisir à faire ce que tu fais. Moi, les difficultés me gênent pas, la pression se traduit pas en stress, je peux prendre la pression sans être stressé. Donc, tu te rends pas compte, tu te rends compte quand tu t'arrêtes une journée où, là, tout d'un coup, t'as l'impression que la journée, c'est long, quoi. Tu prends un dimanche et tu dis, waouh! Mais est-ce que c'est vrai que c'est du... Moi, on m'a dit 6h minuit. Ouais, c'est à peu près ça. Moi, je me levais à 5h pour faire 1 heure de vélo d'appart tous les matins. D'abord parce que j'adore l'histoire, donc je regardais les documentaires, je suis vélo d'appartement. Hein. J'ai commencé ça quand je m'étais blessé au badminton en 2008. Et pour ma rééducation, il m'avait dit de faire du vélo d'appart. Donc au début, j'avais acheté un support là, à rouleau. Là, tu mets ton vélo de course dessus. Et au bout de 3 mois, les voisins, ils sonnent et ils disent vous avez changé de machine à laver? On dit bah non. Et en fait, on foutait le bordel dans tout le ça faisait tout le pâté de maison. Ça résonnait en fait. Parce que ça résonnait, ça vibrait et tout. Donc là, j'ai acheté un vélo d'appartement. Et je regarde des documentaires, essentiellement des documentaires d'histoire. En ce moment, je suis en train de regarder là, les 3 épisodes sur la Palestine, qui sont super là sur France 5. Je sais que tu regardes beaucoup les choses qui concernent la Palestine. Ouais. Et donc, je commençais voilà, 5 heures, 1 heure de vélo, tu démarres. Après, à 7 heures, je commençais à fixer des rendez-vous. C'était mon créneau que j'avais le droit d'utiliser moi-même. Donc, de 7 à 8, je voyais qui je voulais, quoi. 6h30, 8h, je vois qui je veux. Et à partir de 8h, là, c'était mon cabinet, ma chef de cabinet qui prenait la main, ou mon chef de cabinet au début, puis après, j'ai eu 2 chefs filles, et donc, qui gèrent. Donc, passe un grand bonjour à une. Et toujours là, j'ai pris un coup avec elle hier. Et eux, ils gèrent jusqu'à 22, donc là, je choisis pas ce que je fais, quoi, jusqu'à la fin des réunions publiques, 22h30, 23h. Et après, là, j'avais à nouveau le droit de faire ce que je voulais, donc c'est aussi le moment où t'es un peu libre, tu peux aller boire des coups avec des gens. Tu continues la politique, mais différemment, de façon plus sympa. Et en plus, j'aime bien boire, j'aime bien manger, donc je finissais souvent tard, quoi. Ouais, c'est différent. Tu en fin de, on va dire, j'allais dire fin de journée, mais je sais même pas, c'est fin de journée, début de soirée, début de nuit. T'es plus décontracté. T'es plus décontracté, tu vois les gens différemment, ils parlent différemment. Voilà. Mais il y avait des semaines où les enfants ils me voyaient pas parce que j'étais parti, ils se réveillaient, j'étais déjà parti. Je rentrais évidemment, tout le monde dormait et donc ils demandaient si j'étais là. Et je lui dis si, il a passé la semaine là, il était pas en déplacement. Les réseaux sociaux, Eric. On parlait de ça. La question qu'on se posait, on en a parlé un peu avant, c'est est-ce que tu regardes les réseaux sociaux? Non, jamais. Jamais. Donc t'es pas impacté par ce qui se dit. Non. Tu sais même pas ce qui se dit. Non, je vois rien. Souvent, j'ai des potes qui m'appelaient, ils me disaient ah, pas trop dur, ou mes frangins, j'ai 2 sœurs et un frère qui m'appelaient, ils vont me dire pas trop dur en ce moment. Je leur dis quoi Donc eux, ils regardaient et puis ils disaient tiens, ou là, j'ai croisé une copine d'enfance à Pau là quand j'étais voir ma mère. Qui me dit ah oui c'est vrai que t'as vécu plein de trucs difficiles. Je lui dis quoi enfin, tu vois, donc on n'a pas le même rapport exactement du tout parce que moi je suis jamais sur les réseaux sociaux donc j'y suis en tant qu'animal politique mais c'est quelqu'un qui gère
Et même maintenant que je continue, je paye quelqu'un pour s'occuper de ça pour moi, parce que moi, c'est pas mon kiff. Et donc, je suis pas du tout aussi impacté par ça. Non. Mais la famille, est-ce que la famille voit les réseaux sociaux et a été Ils ont regardé aussi. Ils ont regardé un petit peu. Ils regardaient. Je pense qu'ils ont appris petit à petit à pas regarder. À se détacher. Ouais, à se détacher un peu. Parce que moi, ce qui me dérange dans ces choses des réseaux sociaux, justement, c'est l'impact sur toi. Toi encore, tu vois, t'es imperméable à ça. T'as travaillé ton karaté, tu sais. Mais moi, ce qui me dérange, c'est l'impact sur la famille. Bah, c'était la question que je me posais. T'as un impact de temps en temps. Alors, nous, on a eu la chance que les enfants, ils étaient dans un environnement qu'ils connaissaient déjà. Il y avait encore une en primaire, il y en avait qu'un, mon troisième qui est rentré au collège. En plus, c'était plus chaud. L'appel, ils affrontent à la tour. T'as tous les élèves de 6e, ils font l'appel, ils disent ça bruisse, machin. Et donc, au début, c'est un peu chiant parce qu'on dit t'es le fils du maire. Tu réponds c'est parce que t'es le fils du maire. Les banques, ils pensent que tu habites dans un château. Ils pensent que t'es millionnaire. Les rumeurs sur le fait qu'on habitait à Comblevis. Une fois, il n'a pas été invité à l'anniversaire d'un de ses potes, alors qu'on voit sa maison. On est dans le même pâté de maison, donc on voit ses fenêtres. Et on croise la mère après. Il dit on pensait que ils avaient déménagé, quand vous aviez déménagé. Ou une de mes filles qui est au bahut, elle disait oui, toi tu sors plus de chez toi parce qu'on vous jette des cailloux quand vous sortez et tout. Donc elle a remonté toute la chaîne jusqu'à la source et puis elle a mis une trempe verbale, elle a du caractère, donc elle a recadré, voilà c'est ça. Elle a recadré le mec et puis elle a éteint le truc, mais il y a quand même un petit impact comme ça. Et l'autre impact, c'est qu'à chaque fois, tous à 18 ans, ils ont quitté Grenoble. Ouais, mais après, les études supérieures. C'est les études supérieures aussi. Ils sont pas dit, tiens, on va rester là pour nos études supérieures. Non. Après, ça, c'est compréhensible. Et il y en a une quand elle a changé sa carte d'identité, elle a pris deux noms. C'est ma femme d'une époque où voilà, on changeait le nom de famille. Tu sais que ça revient de plus en plus. Ben ça. maintenant, c'est classique. Nous, quand on s'est mariés en 95, bon, voilà, on était classique, on réfléchissait pas. Donc, elle a pris mon nom. Et donc là, il y a une de nos filles qui a repris les deux noms pour pouvoir, si jamais elle est dans un environnement où elle a besoin de passer un peu inaperçue, qu'elle puisse donner le nom de sa mère. Voilà. Franchement, tu vois, quand j'entends ça, ça me rassure un peu, parce que je me suis toujours posé la question, et j'ai jamais pu te la poser, ça, parce qu'on n'a pas le temps de parler de ça, si ça t'impactait. Et en fait, ça revient à ce qu'on disait là. Les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Non, c'est pas la vraie vie. Tu vois, t'as beaucoup de gens qui pensent que, après, c'est vrai que parfois ça fait du mal, le harcèlement, je l'ai toujours dit que ça, c'était un truc contre lequel on luttait, nous, on aime pas ça. Quand t'es dessus, c'est nous, sûr on aime pas ça. Ça peut avoir un impact énorme. Si t'es dessus, ça peut si t'es dessus, ouais, c'est ça. Mais voilà, t'as vu, c'est une question que je me posais. Et une autre question, Eric. D'où elle est venue cette idée du 1er avril, ton poisson d'avril? Elle est énorme. Tu sais qu'on a kiffé, tous les deux. On a kiffé, moi, tu sais que tout le monde me l'a envoyé. J'ai rigolé toute la journée. Bah, c'est une envie un peu de... C'était une histoire un peu lâcher prise, c'était dire ça et c'est fini, tourner la page. Oui, et puis de dire aux gens, bon, vous croyez vraiment un peu n'importe quoi. Et en fait, on est tous comme ça. Moi aussi, je dois véhiculer des rumeurs parce que t'aimes bien baver un peu. Tu prends ton café le matin au boulot. Tu vois, t'aimes bien raconter des trucs, soi-disant. Le mec, il te pousse en disant, mais d'où t'as l'info? Tu dis, ah, mais non, mais c'est mon voisin. Tu racontes toujours le truc de trop. Moi, j'ai croisé des mecs qui étaient, soi-disant, assureurs de ma bagnole. Je leur dis, bah, vas-y, montre-le-moi ton copain assurant de ma bagnole. Ou des gens qui, en fait, moi, ils avaient vu les cartons quand on déménageait. Ou les gens de mon immeuble, du 3e étage de mon immeuble, un jour, ils montent, ils cherchaient une scie. Je dis, bah, si vous voulez monter chez moi, je vous file une scie. Enfin, ils discutaient, c'était avec un couple. Je dis, mais vous habitez encore là? Donc, on était dans l'ascenseur. 3 places. En fait, j'ai dit, bah, non, tu sais, je fais des allers-retours en ascenseur. Donc, c'est hallucinant, en fait, de voir à quel point ça pénètre. Mais ça n'a pas trop touché la famille, on a eu du bol. Les gens, en fait, notre environnement, déjà, moi je me suis engagé en politique tard, hein, c'était en 2010 pour les régionales, donc j'avais 37 ans. Et quand je me suis engagé dans les municipales et quand j'ai été élu, tout notre environnement, déjà, il est extérieur complètement à la politique et tous les gens étaient en soutien, y compris les gens qui n'ont pas les mêmes idées politiques que nous, ils étaient en soutien de l'engagement. Donc ça te fait un espèce de truc soudé. Alors t'as les proches qui venaient faire des courses, parce que c'est moi qui m'occupais des courses à la maison. Hein. Donc j'adore ça, voilà. Donc je me faisais toujours les courses. Je vous dis que vous allez apprendre des choses. Donc après évidemment, je pouvais plus, j'allais faire les courses à Carouf. Moi, j'aime bien ça. Je faisais des plans de rayons. Après je comptais, j'essayais de faire la course avec moi-même. J'adore jouer, donc je faisais des cours dans le rayon, savoir combien j'allais mettre pour faire les courses. Est-ce que je mettais moins de temps à un chien, combien je dépensais d'euros par temps. Enfin bon, je m'amusais à faire les courses. Et donc après, au bout d'un moment, mes enfants ils me disent
en fait, quand même, aller faire les courses à Carouf, c'est pas top, il faudra arrêter, je te machin. Je dis, ok, mais du coup, je peux plus m'en occuper, donc on arrête. Mais... Donc, à bout d'un moment, il y avait des gens, bon, moi, comme je travaillais tout le temps et que c'était moi qui m'occupais de ça, et un jour, il n'y avait plus de PQ. Donc, quand ils envoient, on a un gros boîte de ça, il n'y avait plus de PQ. Je dis, bah, tu prends, tu sais, dans la caisse, j'essaie des sous dans la caisse, tu vas acheter du PQ. Ouais, mais la caisse, ça y est, on a déjà bouffé toute la caisse, il n'y a plus d'argent. Je dis, bon, ouais, tu prends ton argent de poche, tu vas acheter. Ah, mais on a déjà fait ça aussi. Voilà. Et bon, j'étais dans une réunion, il y a une personne qui le soir, est arrivée, a été faire les courses et elle a porté chez moi des sacs de courses. Donc, tu as un soutien, en fait, notre environnement. Ouais, c'est l'environnement. Très aidant. Ah, très les gens aidant. étaient aidants, quelles que soient leurs idées politiques, aidants pour l'engagement. Donc, ça, c'est favorable et c'est agréable pour la famille aussi. Mais ça, peut-être que tu sois pas du giron politique à la base, Ouais, c'était peut-être ça ta force. Ça donne la liberté, en fait. Je pense que ça a été ta force pendant toutes ces années, parce que les gens, aujourd'hui, tu sais comment c'est, ils ont plus trop confiance dans la politique. Et quand ils voient quelqu'un qui est pas issu de ce milieu à la base, ils ont un peu plus confiance. C'est un peu plus confiance, c'est vrai. Parce que parfois c'est injuste, mais en tout cas c'est sûr que c'est injuste, mais tu cultives tes libertés. Moi j'avais une chance, c'est que j'étais libre, et donc j'ai essayé de cultiver ces libertés financières, d'image sociale, je m'en fous. L'argent, j'ai travaillé avant, j'ai eu des responsabilités, donc j'avais trop de sous parce que ce que j'aime faire de toute façon ne coûte rien, donc c'est une chance, mais c'est comme ça donne du coup une liberté, j'en suis bien conscient, hein, je lutte contre les inégalités, mais et donc cette liberté, il faut essayer de l'entretenir, quoi. Pas être dépendant, et du coup quand t'es pas dépendant, bon bah tu fais ton truc tranquillou, quoi. Eric, qu'est-ce que tu penses de Grenoble aujourd'hui? Ton regard sur la ville? Eh ben, d'abord, bon, j'adore toujours cette ville, l'environnement, l'esthétique. J'ai appris aussi à aimer l'architecture du 20e, qui était pas ma culture. Moi, j'aime bien les vieilles pierres comme là dans le centre ancien. Et donc, j'ai appris à aimer des trucs que je connaissais pas. J'ai appris en 2014 toutes les rues de Grenoble. Hein, il y en a 730 ou un truc comme ça. J'avais appris tout le plan par cœur. Je pouvais en faire le plan par cœur. Incroyable. Non, parce que je me dis, il faut que je connaisse. Ouais, mais quand les mecs me disent t'habites machin, je dis ah ouais, je sais où c'est. Et puis j'adorais me balader en vélo, à la fois parce que c'est plus rapide, aussi parce que tu te fais moins arrêter, parce que quand je suis à pied, j'avance pas. En fait, tu sais, je prends une demi-heure de retard sur 10 minutes de marche. Donc le vélo, ça fait que tu te fais un peu moins arrêter aussi, donc t'es un peu plus sûr. Ils doivent te demander des sacrées choses, les gens, ça doit être farfelu. Non, c'est sympa, mais et donc la ville, je trouve qu'elle est belle. Je pense qu'on l'a transformée en matière d'image. On a toujours l'image qu'il y avait déjà quand je suis arrivé en 93 de ville avec des problèmes de sécurité qui sont réels. Donc voilà, ça c'est une image qui est subie, c'est pas l'image qui est. Mais avant, c'était plutôt une image de ville de techno. Je pense qu'on a changé cette image de ville qui est adaptée au temps présent, avec voilà, on s'attache à manger mieux, se déplacer de façon plus bonne pour la santé, bonne pour aussi la pollution de l'air, essayer de travailler sur le logement, sur la santé, sur l'énergie, de gagner en indépendance et d'être moins des prédateurs pour le reste du monde. Et je pense que cette image-là, elle existe. Aussi, voilà. Après, il y a tu regardes toujours les trucs qui t'irritent. Tu marches, t'as une déformation. Après, tu regardes un tag, voilà, tu vois, il y a beaucoup de tags en ville, même s'il y a une équipe super dédiée qui fait ça. Ils sont 7 là, à faire que ça et ils se donnent à fond. Mais il n'empêche que le tag se fait plus vite que nettoyer. Oui, mais c'est toujours des graphes et des tags. Tu vois les copros qui sortent les poubelles pas à la bonne heure, ça te saoule. Tu vois, en ce moment là, ça fait quand même 2 ans que c'est dur pour le commerce, donc tu vois des vitrines fermées plus que il y a eu depuis que 2014. Là, on est depuis 2 ans dans une phase qui est la plus dure qu'on ait connue. Donc, tu penses aussi à cette évolution de la ville. Mais il y a une richesse. Ce que j'adore à Grenoble, c'est que les gens, ils se mélangent. Voilà. Exactement. T'as quand même une taille. Un gros melting pot à Grenoble. Ouais, les gens se mélangent. T'as pas de cloisonnement. Moi, je suis pas d'ici, on met Lumière. Je suis pas de politique, on met Lumière. Il refait pareil pour Laurence Ruffin, qui n'est pas d'ici non plus, qui faisait pas de politique. Donc, il y a une sorte de confiance, de porosité entre les milieux. C'est pas fermé. Et ça, je trouve ça génial. Ça donne une intensité. Il y a une effervescence à Grenoble. Moi, j'ai grandi à Pau, qui est 2 fois plus petit. Mais à Pau, je faisais de l'escalade, je connaissais tous les mecs des escalades, je faisais du ski rando, je connaissais tous les mecs des ski rando, donc à chaque fois que tu faisais un truc, tu connaissais tous les gens. J'étais à Amnesty, tu connaissais tous les gens qui étaient engagés dans les mouvements de liberté d'expression et de ce genre d'assaut. À Grenoble, je découvre encore des gens qui ont les mêmes goûts que moi et que j'ai jamais croisés, quoi. Donc il y a quand même une taille et un brassage qui fait que moi je trouve ça chouette.
Je viens d'un pays où on est chauvin. Nous, on dit qu'on est heureux quand on a la chance d'être né là, on est déjà au paradis. Il y a une chanson qui dit ça de chez moi. Ici, on est heureux pour ce qu'on fait ensemble. Et ça, je trouve que c'est une richesse aussi pour l'avenir, quoi. J'aime bien. J'aime bien ton discours. Je vais revenir sur un sujet qui va nous faire peut-être mal au cœur à tous les deux, mais qui nous a peut-être rapprochés. Nous deux, on a commencé à échanger correctement à la mort de Lilian Dejean. C'est ce qui nous a rapprochés. On est venu boire un café tous les deux ici. Je te sens très ému quand on parle de ça. Moi aussi. Et c'est là que j'ai appris à connaître l'homme que tu étais. Ce que les gens ne savent pas, c'est tout ce que tu as pu faire du moment de sa mort jusqu'à son enterrement pour lui et sa famille. Et ça, je l'oublierai jamais. Je ne l'oublierai jamais. Nous, on n'avait pas réussi à discuter. Grâce à Stéphane Chinard, à qui je fais une grosse dédicace, qui a dit qu'il fallait qu'on discute parce qu'on avait, il pensait qu'on avait plus d'atomes crochus et qu'on voulait tous les deux tirer dans le même sens. Qu'on voulait tous les deux que la ville s'améliore, que la sécurité s'améliore, que nos enfants vivent en paix. Et il n'arrêtait pas de me le dire. On est venu boire un café ici à Biscons. Ça s'est tout décoincé. J'ai découvert un homme, mais et c'est là en fait que je me dis, parfois, faut aller au-delà de nos a priori et au-delà des on-dit. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses. Eric Piolle, le merci. Moi, je suis désolé. Je lui ai envoyé des SMS. Eric, on inaugure une fresque à l'USVO. T'envoies ça à un maire la veille, ou peut-être le matin. Il a un emploi du temps. Il me disait, écoute, je vais essayer de venir. Je le voyais arriver avec son vélo tout seul, il venait. Tu vois, et ça, c'est très, 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 très rare. Et ça, les gens ne mesurent pas la chance d'avoir un maire comme ça, du maire qu'on a eu. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Moi, j'ai lu, tout entendu. Je sais que sous cette vidéo, il va y avoir des haters, il va tout y avoir. Mais moi, je sais que je te connais maintenant. Je t'ai connu, j'ai discuté plusieurs fois avec toi, on a partagé plusieurs moments ensemble, et j'ai vu l'homme que tu étais, et franchement, j'ai beaucoup de respect pour toi. Et même, et je vais rebondir sur un autre truc, la prière de l'Aïd, à Alpexpo. Tu fais un discours, tu fais un discours qui est très touchant. J'étais pas à Alpexpo, moi. J'ai pris au village olympique. Et t'as des gens qui viennent, qui me disent, ah bon, on sait que tu connais Eric Piolle, on aimerait bien que tu lui transmettes ce message. Donc je t'envoie un message, et tu m'envoies un message, mais exceptionnel, plein d'humanité, de fraternité, et j'ai été touché, je l'ai fait lire. J'ai dit, regardez ce qu'il m'a envoyé. On était tous choqués. Je te sens ému, là. T'as vu, je te sens ému, Eric. Et je sais pourquoi, parce que je connais l'homme. Tu vois? Et je sais que ça t'a beaucoup travaillé, l'histoire de Lilian Dejean. Je sais que ça t'a travaillé. T'as culpabilisé. Alors, non. Tu peux. C'est des choses qui arrivent, c'est le destin. Ça devait arriver comme ça. Ça devait arriver comme ça. Sache que la mort de Lilian Dejean, elle a rassemblé énormément de gens. Lilian, c'était quelqu'un qui était rassembleur dans son quotidien. Depuis qu'on est petit, il rassemblait les gens. C'est lui qui disait toujours, venez, on se fait un barbecue, venez, on fait ci, venez, on fait ça. Il était syndiqué. C'est lui qui bougeait pour ses collègues de travail. Et je sais que quand il est décédé, il y a eu un élan de solidarité énorme. Tu t'y es joint, tu as aidé la famille comme pas possible. Et je sais que tu y penses tous les jours. C'est quelque chose qui te travaille. Mais moi, je voulais te remercier pour ce que tu as fait pour nous. Ses amis, sa famille, son entourage. Et tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent que les quartiers, ils ont été délaissés. T'as vu? Pendant ce mandat. Est-ce que toi, tu as des regrets sur ça? Oui ou non? Est-ce que tu penses que ça a été délaissé, pas délaissé? Qu'il y a des choses qui ont été faites bien, d'autres moins bien? Qu'est-ce que tu en penses, toi, à ce niveau-là? Je pense que, factuellement, ça n'a pas été délaissé. Donc, une des premières actions, c'était, on avait promis de faire le synthétique. On est venu, on a inauguré un jouant au foot. On a investi plus d'argent là qu'ailleurs. Donc, clairement, tu vois, si tu regardes l'aménagement, l'argent qu'on y a passé, les subventions aux associations, les critères qu'on a mis pour les écoles, pour aider plus les écoles qui avaient des indices de position sociale, donc des critères sociaux plus forts. On a
tout essayer de concentrer parce que c'est aussi le moteur de mon engagement. Moi, le moteur de mon engagement, avant l'écologie, depuis que je suis petit, c'est la lutte contre l'injustice. C'est-à-dire, je mesure l'inégalité de naître dans un pays comme la France, dans une famille qui n'a pas de problème, de naître blanc, homme, enfin tous ces espèces de privilèges cumulés. J'en suis conscient et depuis tout petit, je me dis bah il y a pas de raison. Donc, il faut rééquilibrer et lutter contre les discriminations. Je pense qu'on a fait ça. Je pense que l'autre truc dont je suis fier pour les quartiers pop, c'est que on a arrêté le clientélisme. Donc, il y a un respect, c'est-à-dire qu'on a pris personne pour un bouffon. Voilà. Donc, il y a personne à qui on a promis machin, personne qu'on a dit tiens, toi je te prends machin, tu feras, je te donne le boulot et comme ça tu feras le tam tam pour nous dans le quartier. On a arrêté, on n'a jamais caché la misère. Tu vois, avant, il y avait des endroits, moi par exemple, Mistral, je connaissais pas. Pour moi, c'était un truc de temps en temps, j'entendais parler parce qu'il y avait une volonté de pas trop en parler parce que c'était pas bien pour l'image de la ville. On n'a pas caché les problèmes aussi. Et par contre, ça crée je sais pas, peut-être un peu trop jeune pour les pubs des nuls. J'ai connu, bien sûr, j'ai connu. Il avait une pub pour le point noir. Ouais. T'avais la crème pour le point noir machin. Hop, ça t'enlève le point noir. Et qu'est-ce qui reste? Un trou. Un trou. Voilà. Donc là, c'est un peu ça, quoi. On a enlevé le point noir. C'est qu'on a enlevé le clientélisme. Il reste quoi? Un trou. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi, et ça c'est une frustration, mais tu vois, j'ai bossé avec des militants des quartiers populaires partout ailleurs en France, parce que bon, ici, dès que je les croise, ils me demandent du pognon, donc je leur dis, bon, les gars, je vais pas bosser avec vous. Non, mais c'est très, très pratique. Non, mais je le sais, on en a parlé en fait, de ça déjà. On peut pas, c'est ce que j'ai dit aux gens. On peut pas développer une stratégie, avec des gens, tu t'assieds autour de la table, ils te demandent des thunes. Je dis, bah, en fait, je suis pas là pour ça. Je veux dire, il y a déjà d'autres gens, mais. Proposer quelque chose, proposer un projet. Donc, il faut discuter d'une stratégie, parce que c'est pas facile de lutter contre les discriminations, donner de la place. On a fait le programme Émergence, avec Nora, qui a donné, qui fait un peu du stand-up et des cours des masterclass d'éloquence pour des jeunes de quartiers populaires. On a essayé de faire tout ce qu'on pouvait pour créer des ponts, mais on n'a pas réussi à remplacer le clientélisme et les politiques de grands frères et tout ça par une stratégie où on allait, ok, on a les mêmes objectifs, on n'est pas aux mêmes places, nous on est l'institution, vous êtes dans les assos, il y a les habitants. Comment on arrive à s'allier pour faire avancer le Schimmelpflicht, et ça, c'est raté, on n'a pas réussi. J'ai remis encore, quand on a fait l'augmentation d'impôts, on faisait un bouclier climatique et social. Là-dedans, j'ai dit, bon, ok, on met 300 000 balles pour essayer une autre façon de faire, pour se donner les moyens, dans un quartier particulier, d'essayer de mettre un peu plus d'argent pour prendre les choses différemment, juste pour se donner je trouve qu'on a du mal à faire des choses qui fonctionnent en coopération, où les gens ne se sentent pas instrumentalisés, ni vassaux, donc il y a un problème de discussion. L'appareil institutionnel reste hyper administratif, donc pas du tout adapté. Enfin, en tout cas, non, ils font plein de trucs super professionnels, mais tu as du mal à entendre quels sont les besoins et l'accompagnement. Je te rejoins là-dessus. Les petits trucs qui mettent de l'huile. Tu vois, Sadok Bouzaïan, il faisait ça pas mal dans le domaine du sport, parce qu'il disait, ah bah toi, t'as besoin d'un tapis, je sais pas quoi. J'en ai vu un qui traînait au fond du gymnase machin. Il prenait son kangou, il allait charger le machin, il l'amenait. Donc, il mettait cette petite huile qui donne, tu vois, du lien. Mais globalement, je trouve qu'il y a une vraie difficulté, mais j'ai pas vu ailleurs de modèle où je me suis dit, tiens, là, ils ont réussi, on va faire pareil. Et pourtant, j'ai tourné, j'ai été à Angers, j'ai été à Narbonne, j'ai été à Roubaix, j'ai vraiment passé du temps, parce que pour moi, c'était vraiment un champ d'action fort. Mais, voilà. Et voilà. Après, je pense qu'on a aussi accepté, il y a des sujets qui n'ont rien à voir avec les quartiers populaires, mais qui ont à voir avec les discriminations. Quand on enlève l'interdit sur le burkini, qui était un interdit purement discriminatoire, tout le monde s'en fout du burkini. S'il y a 10 ou 20 femmes sur l'agglo qui veulent se baigner en burkini dans une piscine publique, c'est le tout. Donc c'est pas l'affaire. L'affaire, c'est le symbole. C'est un truc juste pour votre gueule. C'est une discrimination pour votre gueule, c'est tout. Et ce truc-là, on a accepté aussi de prendre des coups en disant, ok, on va se faire décrier partout, mais juste il faut être du bon côté de la machine. Et il y a plein de gens qui, après je partais partout en France, les gens ils me remerciaient, ils me disaient, nous on s'en fout du burkini, hein, mais merci juste parce que comme ça la loi elle est pareille pour tout le monde. Il n'y a plus la sous-catégorie. Et je crois qu'on a su faire ça aussi, les campagnes contre les discriminations où on avait mis une femme voilée, où à chaque fois on s'est fait tomber dessus par le gouvernement.
Je pense qu'on a été assez courageux. Par contre, le résultat, c'est insuffisant. Enfin, voilà, il faut se le dire aussi. L'état d'esprit, je pense, est bon. La stratégie pour avancer ensemble reste à inventer, je trouve. Et on est dans un monde où les discriminations sont au cœur du sujet. Bien sûr. Discrimination femmes-hommes, évidemment. Discrimination à l'adresse, aux couleurs de peau, à la religion présumée. Et mine de rien, c'est la même chose. C'est la traduction sur notre petit territoire d'une prédation à grande échelle, à l'échelle de la planète. Donc c'est un sujet qui est essentiel. Et ça crispe le fait que maintenant, les gens ne baissent plus la tête. Et dire, en fait, on a les mêmes droits que les autres, machin. Donc, c'est positif. Et ça crispe parce que ceux qui sont au-dessus, ils disent, avant, toi, même quand tu étais au fond de l'échelle sociale, tu te disais, bon, ok, on restera toujours au-dessus des femmes, des noirs et des arabes, pour simplifier. Non, mais c'est caricatural. Non, mais c'est caricatural, mais c'est la vérité. La vérité, c'est que le mec, t'avais beau être en bas de l'échelle, t'es sûr d'avoir des mecs sous toi. Voilà. Et maintenant, tu relèves la tête et tu dis, en fait, il n'y a pas de raison, les gars. Voilà. Les femmes, tu vois, j'étais encore hier à l'hôpital, il y avait quelqu'un qui disait, maintenant, l'organigramme de l'hôpital, dans les directrices, dans les directeurs et directrices, il y a plus de directrices que directeurs pour faire gaffe, machin. Il dit, ouais, mais c'est that's life, quoi. Faut vivre avec son temps. Faut vivre avec son temps. Faut apprendre à accepter ces choses-là. Et je trouve que c'est bon. Et maintenant, il faut trouver ce bon sans que ceux qui étaient en dessous, ils se sentent pas menacés par ceux qui étaient encore en dessous, mais qu'on essaie de changer le système et le fait que voilà, il y a un système de prédation pour un tout petit nombre de personnes au sommet, quoi. Après le système, moi, comme je dis, faut essayer de le changer. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui, c'est vrai, on est grenoblois, on regarde les problèmes de Grenoble. Ouais. On dit oui à Grenoble, mais en fait les problèmes ils sont nationaux, voire internationaux. Ouais. T'as vu le problème de la violence, par exemple. Moi, je rigole. T'as vu quand les gens ils disent, ils comparent Grenoble à Chicago. Ils savent c'est quoi Chicago? Ouais. Est-ce qu'ils savent c'est quoi? Qu'ils aillent à Chicago voir et ils verront la différence. C'est pas comparable. Et le problème de la violence, il est national, il est mondial. Tu regardes le conflit qu'il y a aujourd'hui au Moyen-Orient. Ah non, c'est un exemple type. Qui se passe en Voilà ce qui se passe au Liban, en Cisjordanie, en Palestine, tout ça. En fait, c'est mondial. Mais comme nous, on aime bien regarder que nous, on va pas l'éluder, on va pas la cacher, la violence. Il y a un phénomène de violence à Grenoble, mais il date de la nuit des temps. Moi, je suis né grenoblois, je suis né ici, dans les années 80 et 90, je sais pas si c'était pas pire. Oui, en termes de nombre de morts, oui. Ouais, en nombre de morts. Sauf qu'il n'y avait pas les chaînes en continu, les chaînes info en continu, et il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ce que je disais, moi, si les chaînes en continu, on a plus de 3000 morts, on n'arrive plus à baisser sur les routes, ils te faisaient à chaque, la famille machin tuée par l'alcoolique ou le mec machin, et ils te font, ça te fait 10 morts par jour, et ils te font la news la veuve est pleurée, le gamin qui a perdu une jambe. Ils pourraient te faire ça, ou les 200 000 femmes qui sont violées chaque année, ou les 123 féminicides. Les féminicides. Toi, tu pourrais animer le débat public avec autre chose. Là, les médias préfèrent l'animer avec la centaine de morts, grosso modo, liées au trafic de drogue, qui c'est inqualifiable, évidemment. Et puis, on voit que c'est un phénomène qui monte. Mais bon, globalement, en nombre d'homicides, on est quand même 2 fois moins d'homicides que dans les années 80, début des années 90. Donc, je m'en rappelle, j'ai grandi dans ces années-là. Et sur les homicides, c'est essentiellement intrafamilial. Donc, tu tues tes parents, tes enfants, ta femme, et donc même en termes de statistiques, et tes voisins. Donc, tout ça, ça fait plus que les morts de l'intérieur du trafic. Et on focalise là-dessus, sans parler du problème de société que les gens se droguent et pourquoi ils se droguent. Et tiens, est-ce qu'il n'y a pas un problème s'il y a tant de gens qui se droguent? Est-ce que c'est juste festif? Non. Non, voilà. C'est pas juste. Si c'était juste festif, tu pourrais te dire ok, voilà. C'est pas juste festif. Mais là, c'est pas festif. Donc, quel est le problème plutôt que d'essayer de séparer les offreurs et les demandeurs, alors qu'on sait que ça va pas marcher. Et tu peux faire toute la répression que tu veux, on sait que ça va pas marcher. Et on l'a fait, parce que nous, on travaille dans le cadre actuel. Donc, à l'échelle de Grenoble, on a travaillé coopération police municipale, police nationale. Moi, avec le directeur de la police, les préfets successifs ou préfètes et les procureurs successifs. Les procureurs successifs, il y en a eu. On travaille dans ce cadre-là, mais on pédale dans la semoule, en réalité. C'est un combat qui est compliqué, ça. Cette violence, pour moi, on est dans une situation qui se tend globalement à l'échelle de la planète, on le voit bien, parce que la situation devient objectivement plus compliquée. Le réchauffement climatique, la prédation sur les ressources font que tu as des tensions de base
qui sont plus compliquées, qui vont être de plus en plus compliquées. Donc les gens, ils se radicalisent sur leur position. Donc comment est-ce qu'on arrive à trouver un débouché là-dessus qui soit humaniste, qui soit dans la fraternité, qui dise que qu'on soit d'ici ou d'ailleurs, en fait, on est un être humain comme les autres, que moi j'ai fait 800 bornes pour venir ici, je suis pas moins étranger que ceux qui sont venus d'ex-Yougoslavie, ils ont fait la même distance que moi, pas dans la même direction. Donc voilà, on est là et en fait on vit en communauté. Ça n'empêche pas qu'il y a des frontières, mais les frontières c'est juste un périmètre administratif, on va dire, de gestion historique, d'histoire commune, de mythologie commune. Mais c'est pas un mur fermé. Ça n'a jamais été comme ça. Les humains, voilà, ils sont partis du Rif. Je te rejoins tout à fait, Eric. Je te rejoins. Et je t'ai dit, je suis content, tu vois, que les gens puissent entendre l'humaniste que tu es, parce que moi je le sais. Tu vois, je sais le cœur que tu as. Je sais que tes luttes contre les inégalités, et c'est pas assez retranscrit, on n'en parle pas assez, tu vois, ton engagement au niveau de la Palestine, au niveau de tout ce qui est discrimination, des inégalités, tout ça, moi je trouve qu'on n'en parle pas assez. On parle beaucoup j'entends beaucoup, comme je te disais tout à l'heure, j'entends beaucoup de choses sur toi, mais ce côté-là, on l'entend pas. Et aujourd'hui, de l'entendre, moi ça me fait plaisir, mais bon, je le savais. Je pense qu'il y en a beaucoup d'autres qui vont l'entendre. Et ils vont être perplexes, ils vont peut-être dire, il fait du cinéma, c'est un acteur, c'est pas possible, il nous fait le 1er avril. Peut-être d'autres qui vont être incrédules. T'as vu, mais moi, c'est pas... Je m'en fous parce que moi, je voulais vraiment qu'on l'entende. Maintenant, moi, j'aimerais savoir, on va finir sur ça, là, hein. J'aimerais savoir ton avenir. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je sais pas pour l'instant. Pour l'instant, juste du repos. J'ai quelques semaines, mois de vacances. C'est sûr, enfin, en tout cas, j'essaie de faire le vide aussi. Hein, il faut savoir, la non-action est une action. Donc aussi se laisser du temps et faire le vide, c'est un peu comme quand tu jeûnes, tu te décentres un peu sur de ton espèce d'effervescence pour prendre le temps de voir ce qui vient. J'aimerais bien servir la société à l'échelle nationale, mais je sais pas trop comment, puisque j'étais rentré dans la direction des écolos pour essayer de changer ce truc un peu de moraliste, donneur de leçons, de sauver la planète, alors que tu dis ok, mais t'es pas à la taille, quoi. C'est comme si moi je disais ok, mais si moi je dis je monte une équipe de foot, on veut gagner la Coupe du Monde, on va dire ok, mais par devant, on te rejoint à un moment, quoi. Donc pour moi c'est un L'exemple truc... il est top. Mais ouais, mais il y a un truc. T'es réaliste. Tu vois, le slogan tenez bon, nous arrivons. Tu te dis quand t'es au front, tu regardes les renforts, tu te dis merde les gars. Donc je voulais un peu changer cette culture-là pour qu'on s'adresse aux gens plutôt que de parler de nous. Nous les écolos, on a toujours été un peu des contre-pouvoirs. Hein. Quand ils m'avaient sollicité pour les municipales, je leur ai dit moi je veux bien, mais si on essaye de gagner, c'est pour faire 20%, vous prenez un écolo. Moi ça m'amuse si on bosse pour essayer de transformer la vie des gens, essayer de transformer la ville, contribuer à une révolution du cœur du système. On essaie de changer le système de l'intérieur. Bon, il y en a qui essayent de l'extérieur. On n'arrive pas bien de l'intérieur, ils n'arrivent pas bien de l'extérieur, donc je suis pas en train de dire il y a une solution qui est plus bonne que l'autre. Pour l'instant, on a du mal à avancer. Donc j'aimerais bien contribuer à l'échelle nationale, mais je sais pas, aujourd'hui l'avenir est un peu bouché, parce que donc Marine Tondelier, j'ai été élu dans les 6 de la direction des écolos, mais elle m'a sorti par la fenêtre. Donc, au niveau des écolos, pour l'instant, c'est un peu bouché. Il y a un nouveau combat qui t'attend. Donc. Et pour le reste, d'avoir une candidature de gauche et écolo, la candidature de Jean-Luc Mélenchon, moi j'apprécie beaucoup humainement Jean-Luc Mélenchon, mais je pense qu'il est trop... sa posture clivante, je l'avais dit quand il avait créé la France Insoumise, je lui ai dit Jean-Luc, tu écris que tu veux jamais le pouvoir, parce que quand tu es insoumis, ça veut dire qu'il y a un pouvoir au-dessus de toi. Bien sûr. donc je crois pas que la posture soit bonne pour gagner une élection présidentielle, même s'il a un talent oratoire, une culture, de l'argent, parce qu'ils ont eu des succès électoraux et des troupes que d'autres n'ont pas. Et ailleurs, il y a personne qui émerge. Donc j'aimerais bien être au service d'une candidature qui fonctionne, mais pour l'instant, je suis un peu en attente. C'est devenu compliqué. Je suis un peu en attente de voir à quoi je peux servir, en me disant que j'ai été pas mal en contact moi des compagnons de la Libération, les résistants de la Deuxième Guerre mondiale, et il y en a un qui m'avait dit qu'on n'a jamais fini de servir. Donc c'est pas parce que j'ai pas fait 12 ans en disant ça y est les gars, j'ai servi ma communauté. Maintenant je vais faire du tennis et de la montagne. Je vous embrasse sur le front. Donc je cherche à savoir à quoi je peux être utile, mais voilà. Et après niveau pro, j'ai pas envie de retourner dans l'industrie. J'étais cadre dirigeant moi, très jeune. J'étais dans un comité de direction de mon usine à 27 ans, mon premier boulot. Après, j'étais chez HP, je m'occupais de
service après-vente d'HP pour 120 pays. Donc, j'ai pas envie de retourner dans les responsabilités. J'ai plutôt envie de faire du travail. Tu veux continuer à œuvrer. Voilà. Pour ce qui est de ma vie professionnelle, on va dire, plutôt de faire un travail manuel. Donc là, depuis 2 ans, je faisais des stages d'immersion. Je sais pas si on avait parlé, mais j'ai pris des séquences de job pendant 3 semaines. Si, tu m'en avais parlé. Un job à temps complet. Tu m'en avais parlé. J'étais maire pour les 50 ans qui autour. Tu m'en avais parlé, même ça, t'as vu, ça, c'est un truc de fou, ça. Donc j'ai Déjà, fait ils savent pas. auxiliaire de vie en EHPAD, j'ai fait agent polyvalent en crèche, j'ai fait voilà, maçon et étancheur, j'ai fait ouvrier agricole. Tu vas venir faire balayeur. Tu vas venir faire coach à l'USVO. Et voilà, pourquoi pas. J'ai été coach pour le ping pour des jeunes quand j'étais plus petit. Tu vas venir faire coach à l'USVO un petit pendant. Après, tu sais, moi, le foot, j'étais plutôt stopper. J'ai joué en corpo dans mon boulot, mais j'étais plutôt stopper sur l'homme. À l'époque des marquages. T'es dur sur l'homme, marquage à la culotte. Marquage du 9 à la culotte. Donc, je sais pas si c'est bien pour la beauté du football. Faut revenir à. Moi, je te dis, le football à l'ancienne, je préfère. Hein. Le football aujourd'hui, c'est un peu trop cadré, un peu trop tactique, un peu trop, tu vois. Ouais. Moi, j'aimais bien la folie de l'époque, comme tu as dit, avec le stopper, le numéro 4. Ouais. Tu avais les chaussures qui cabraient un peu, t'as vu? Et quand tu le voyais, tu dis, lui, il va me faire mal. Tu vois? C'est un peu ça. Ouais. Alan, des choses que tu aurais aimé savoir? Non, tout va bien. Je crois qu'on a tout dit. On a tout abordé. En tout cas, merci d'être venu, Eric. Merci d'avoir répondu à l'invitation. De toute façon, nous, on reste en contact. Il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Exactement. Moi, je vais te suivre. De près et de loin, je sais que toi aussi, je sais. Je sais. En tout cas, merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta présence aujourd'hui. Et cet épisode, je l'avais dit, qu'il allait être exceptionnel. Vous en avez la preuve par A plus B. Abou, Eric Piolle, Alan, Abiscons. À la prochaine. Ciao.